Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. À la nuit tombante, le 6 décembre 1928, un jeudi, Alexandre Guibal, chef de la 9e brigade mobile, quitte Marseille pour parcourir en auto les 100 km qui le séparent de Valençol, où le parquet de Digne lui ordonne de se rendre de toute urgence à la suite de la découverte de 5 cadavres. Taille moyenne, solide, visage énergique, vêtu d'un pardessus beige, toute sa vie, Alexandre Guibal sera ému à l'évocation du spectacle effroyable qui l'attend à son arrivée sur les lieux en pleine nuit. Au bout d'un chemin de terre battue, qu'on imagine une rustique demeure campagnarde, constituée par un assez grand bâtiment, avec des dépendances vétustes et s'élevant en pleine solitude. C'est la ferme des Courlis, à 4 kilomètres de Valençol. Une vision d'épouvante éclairée seulement par des phares d'automobile. La suite de notre dossier, pour être appréciée, en nécessite une sommaire description. Dès la porte, le commissaire Guibal manque se heurter à un corps étendu sur le plancher. Replié sur lui-même, les bras, comme dans un geste de défense, cachant une partie du crâne à moitié défoncé, c'est le cadavre du domestique, Amodric, reconnu par les cultivateurs des environs. Un peu plus loin, couché sur le dos, la face tuméfiée mais conservant une expression d'épouvante, la fermière, Madame Richaud. Tout à côté, sa tête éclatée comme une grenade trop mûre, le plus jeune fils. Il n'avait pas encore 4 ans. L'aîné, 10 ans, est étendu sur le ventre, le crâne ouvert également. Un désordre qui dénote la violence des attaques et des tentatives de défense. Chaises brisées, dont celle du bébé, haute et transformable, des ustensiles divers éparpillés à terre, de gros cailloux ensanglantés près des cadavres, partout du sang, les murs eux-mêmes en sont maculés. Une horreur. C'est à peine si le commissaire échange quelques mots avec les gendarmes en quittant ce charnier pour se rendre derrière le bâtiment sur le fouloir à grains où le père a été découvert. Une bâche soulevée laisse apparaître le corps du fermier, M. Richaud. La tête couverte de sang, montre un énorme trou à la nuque. Il tient encore dans sa main une lampe tempête. Un chien grogne. Apeuré par la présence de tant de monde, il revient auprès du cadavre dès qu'on s'en éloigne, se refuse aux caresses et semble désirer qu'on le laisse pleurer en paix. C'est un petit ami du garçonnet de la famille de 10 ans qui, ce jeudi, ayant vainement appelé son camarade et guidé par les hurlements du chien, a découvert le cadavre du père sous la bâche. Les premiers médecins venus sur les lieux concluent, après un rapide examen, que les 5 victimes ont succombé à la suite de coups portés avec des bâtons, des pierres et des objets en fer. Ils estiment que le ou les assassins ont dû s'acharner avec une férocité inimaginable pour exterminer tous ces malheureux. Enfin, ils sont d'avis que la mort doit remonter à 3 jours au moins. L'horrible besogne accomplie, on a pillé la maison, vidé les meubles de leur contenu, éventré les matelas, tout répandu par terre. La vaisselle n'est pas lavée, une marmite est encore à demi remplie de potage, donc c'est à peine le repas terminé que les victimes ont été surprises. Le nombre de couverts correspond à celui des habitants, un verre en plus cependant. Repas du soir, certainement, puisque le père avait la lampe tempête pour se rendre sans doute à la grange lorsqu'il a été surpris par son meurtrier. Le fermier a ses habits du dimanche, donc le massacre a été accompli le dimanche, sitôt après le repas du soir, entre 19 et 20 heures. En fait, le ou les assassins doivent avoir 4 jours d'avance sur le commissaire Guibal. Un redoutable handicap en l'occurrence. Mais je vous le dis tout de suite, la police pourra remonter ce handicap. Mais quelle stupeur au bout de l'enquête. Encore un type de criminel inattendu qui manquait dans nos dossiers extraordinaires et que Jacques-Antoine nous propose aujourd'hui. Deux heures de repos et à 7 heures, le commissaire Guibal commence ses recherches en très étroite collaboration avec les gendarmes de l'endroit. Oh, tout le monde a vu des suspects.
qui un, qui deux, un grand et un petit. Pour les uns, le plus âgé pourrait avoir 30 ans, pour d'autres 50. Pour les uns, il a l'accent étranger, pour d'autres, il parle le patois de la région. Ils sont blonds, ils sont bruns, portent par-dessus, n'en portent point, etc. Il convient d'envisager toutes les hypothèses, même celle d'une sorte de folie colérique, à la suite d'une simple dispute pour de banales questions de fermage ou de clôture. Les traces de pillage peuvent ne constituer dans ce cas qu'une mise en scène pour égarer les soupçons. D'autant que des malfaiteurs venus avec la nette intention de voler seraient venus armés et n'auraient pas tué avec des bâtons et des cailloux. D'autre part, pourquoi se serait-il acharné à tuer à coups de cailloux un bébé de moins de 4 ans et un gosse d'une dizaine d'années, sinon parce qu'ils étaient connus des enfants et qu'ils se sont crus obligés de les supprimer de peur qu'ils les dénoncent. Cependant, le lendemain, le médecin légiste retire des corps de monsieur et madame Richaud et de leur domestique à Modric des balles de 7,65. Les enfants, eux, ont été assommés avec les gros cailloux trouvés ensanglantés à leur côté sur le plancher. Cette découverte laisse supposer qu'on est venu voler, mais bien décidé à ne pas reculer devant le meurtre pour y parvenir. Et l'assassinat des enfants indique bien que les jeunes victimes connaissaient le ou les meurtriers. Il faut donc localiser les recherches parmi les gens ayant fréquenté la ferme et ses habitants. S'il n'est pas possible d'établir le montant du vol ni la nature des objets qu'on a pu emporter, le domestique à Modric possédait une bicyclette qu'on ne retrouve nulle part. Le criblage opéré parmi les relations des victimes ne donne aucun indice. En ce qui concerne les employés à la ferme durant les dernières années, 4 noms sont retenus, mais l'examen au fichier ne révèle aucun antécédent les concernant. Pourtant, Guibal, le commissaire, est très intrigué par la personnalité éventuelle du ou des assassins. Qui peut être ce monstre ou ces monstres? Chers amis, il est bien loin d'imaginer la vérité. Alors commence une chasse effrénée. Le commissaire retrouve un changeur, terrifié, qui finit par donner le signalement de 2 garçons qui ont échangé quelques pièces d'argent et une de 10 francs en or lundi matin 3 décembre. Ils avaient des pantoufles usagées et l'un d'eux devait s'appeler Amodric Louis, c'est ce qui était marqué sur sa bicyclette. Or, c'est la bicyclette volée au malheureux Amodric, le domestique assassiné. Les inspecteurs, mettant le village sans dessus-dessous, finissent par découvrir, dans une grange ouverte à tout venant, des papiers déchirés au nom de Richaud et enfin, la bicyclette. Les 2 bandits ont certainement passé la nuit de dimanche à lundi dans cette grange. Cette fois, le signalement est suffisamment précis pour que Guibal ne retienne qu'un seul des suspects figurant sur sa liste. Mais comment se procurer une photographie qui permettrait de le retrouver plus vite? À la gare de Volx, les enquêteurs découvrent la trace des suspects. Là, ils ont pris un petit déjeuner. Là, ils ont déjeuné. Ici, ils ont pris le train. Là, ils sont descendus. Ailleurs, ils sont remontés dans un autre train. Ainsi, le commissaire les suit-il pas à pas pendant 3 jours, apprenant en cours de route l'état civil de l'un d'eux, le plus grand, l'ancien domestique des Richaud, un dénommé Huguetto Jules Baptiste, né à Loris, dans le Vaucluse, le 6 décembre 1910. Il n'aurait donc que 19 ans. Voilà donc le commissaire, après 3 jours de poursuite, vers 9 heures, sur la place de Loris, sous une pluie battante. Le maire du village, catastrophé à l'idée qu'un enfant du pays pourrait être le monstre que toute la France recherche pour le quintuple assassinat de Valençol, se met en 4 pour les aider. Hélas, la famille de Huguetto a quitté le pays et les recherches à l'état civil ne donnent rien. Cette fois, la trace est perdue. Les policiers font vraiment pitié. Harassés, après 2 nuits sans sommeil ou presque, l'esprit continuellement tendu, nourri de quelques sandwichs avalés en vitesse, couverts de boue, trempés, gelés, et à tout point de vue dans un état lamentable. Il leur faut absolument se reposer et manger. Toujours sous une pluie battante, Alexandre Guibal rentre dans la boulangerie pour acheter un pain. Le boulanger le reconnaît car il a été boulanger à Marseille. « Tiens, monsieur Guibal. Et alors comme ça vous recherchez les bandits de Valençol? Ah oui, bien un témoin qui serait intéressant à attendre. Vous le connaissez peut-être, il était né ici, un certain Huguetto. Jules? Ah, diable si je le connais, mais il y a longtemps qu'il n'habite plus ici. Cependant, je l'ai rencontré, peut y avoir 15 jours. Bon oui, 15 jours à peine dans le train. Il allait à... je ne me souviens plus du nom. Il m'a dit qu'il travaillait dans les mines.
À la Grande Combe? Ma foi, j'y ai pas porté attention. C'est un endroit où il y a des mines, c'est tout. Guibal retourne à la gendarmerie porteur d'un pain. Les gendarmes apportent du fromage, du saucisson et une bouteille de bon vin. Le commissaire téléphone alors à la gendarmerie de la Grande Combe et demande le brigadier. Voilà, dit-il, il s'agit d'une affaire grave. Nous pensons que les auteurs de la boucherie de Valençol sont chez vous. Ils doivent travailler dans les mines. Vous devez les trouver soit dans un hôtel, soit chez un logeur. Peut-être sont-ils logés par l'organisation minière, mais ça m'étonnerait. Ils sont peut-être même encore dans un restaurant ou dans un bistrot. S'ils vous voient, ils vont se méfier. Je sais que ce que je vous demande est presque impossible, mais essayez quand même. Il faudrait, comme par hasard, par le plus grand des hasards, emmener l'un d'eux pour une vérification. Le plus grand, pour une vérification de sa situation militaire. Le plus petit, il paraît qu'il a un accent. C'est peut-être un étranger, alors vérification de ses papiers d'étranger. Ayez l'air de vous en prendre qu'à l'un d'eux, et faites un cirque terrible pour qu'ils finissent par croire que vous n'en voulez réellement qu'à leurs papiers. Ah, pour vous aider, un détail. Ils ont des pantoufles. Il faut les garder chez vous jusqu'à ce que j'arrive. Mais quand? Bien, j'espère être là vers 3 heures du matin. Au bout du fil, le brigadier, stoïque, bien qu'éberlué et inquiet de la difficulté et l'importance de la mission, dit simplement « Parfait. Enfin, le commissaire Guibal va peut-être se trouver face à face avec les deux monstres. » Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au milieu de la nuit, le commissaire Guibal, accompagné de quelques inspecteurs, entre à la Grande Combe. Le calme le plus complet règne dans la rue déserte. Devant la gendarmerie, un gendarme leur dit simplement « Ils sont là. » Qui pourrait se douter, à voir la grande bâtisse tranquille, que les abominables criminels qui ont soulevé un mouvement d'horreur général dont toute la presse française réclame l'arrestation et le châtiment, se trouvent là. Lorsque le commissaire entre dans la caserne, le brigadier lui explique qu'il a dû se livrer à une comédie incroyable pour faire croire aux deux jeunes gens qu'il voulait simplement interroger Huguetto sur sa situation militaire. Au départ, ils ne l'ont pas cru, bien qu'ils aient été obligés de faire semblant d'y croire. Puis, là, il a fait le simulacre de téléphoner au bureau du recrutement militaire, où le responsable était soi-disant absent. Il fallait attendre qu'il rappelle. Alors, en attendant, il a fait semblant de découvrir que les papiers du plus jeune n'étaient pas en règle. En effet, c'est un jeune Polonais de 15 ans et demi. Alors, il a fait semblant d'appeler l'ambassade de Pologne. Heureusement que le commissaire est là, il ne sait plus quoi faire pour les retenir maintenant. Est-ce qu'il se méfie? Ah, au début, oui, mais maintenant, j'ai fait un tel cirque que le plus vieux a l'air de tomber dans le panneau, mais le plus jeune n'a pas l'air rassuré. Il ne suffit pas, chers amis, pour un policier de mettre la main sur le coupable. Il faut des preuves et surtout des aveux. Or, obtenir des aveux, autrement que par la force brutale, c'est tout un art. Certes, le commissaire a sous la main les deux coupables, mais alors que s'il s'y prend bien, il peut obtenir leurs aveux en quelques instants. S'il s'y prend mal, ils peuvent nier et s'enfermer dans des dénégations qui peuvent durer des heures, des jours et même, comme cela arrive souvent, toute la vie. Dans le premier cas, au procès, tout sera net. Les jurés n'auront qu'à débattre de la peine à leur infliger. Dans le second cas, les mêmes jurés devront d'abord essayer de savoir s'ils sont, oui ou non, coupables, s'ils ont droit au bénéfice du doute, etc. Alors que pour le commissaire, il n'y a aucun doute. Quel genre de type demande le commissaire? C'est un petit couple. Pardon? Ben oui, c'est un petit couple. C'est-à-dire, vous m'avez bien compris, c'est un couple. Le plus grand est costaud, brutal. Le plus petit, le Polonais, un blondinet avec l'air doux. Vous voyez le genre? Je vois. Un policier peut parfois se comparer à un comédien. Il doit jouer la comédie, se transformer, adopter des attitudes, s'adapter, savoir travestir sa pensée. Il lui faut de l'aplomb, car la timidité est une sérieuse entrave. Il lui faut savoir organiser une mise en scène. Il n'est pas exclu qu'il y ait, chez un bon policier, comme chez un comédien, une certaine dose d'exhibitionnisme. Le commissaire Guibal décide de s'occuper d'abord du plus grand, l'ancien valet de ferme. Pour cela, il choisit d'utiliser une certaine mise en scène pour tenter d'obtenir ses aveux, car
Il doit songer que le criminel se méfie, qu'il s'est préparé, qu'il attend de pied ferme la suite des événements. La façon de l'aborder est donc capitale. Il faut le surprendre, le désarçonner. Mais la brutalité ne suffirait pas. Il faut trouver des mots logiques et simples, mais auxquels il ne s'attend pas, qui vont le mettre en état d'infériorité et, si possible, le culpabiliser à tel point que le rôle qu'il a certainement prévu de jouer soit intenable. Alors le commissaire Guibal se fait expliquer exactement la position d'Huguetto dans le bureau où il attend. Il se tient, paraît-il, assis sur une chaise juste au milieu de la pièce, mais il y a un fauteuil entre lui et la porte. Alors le commissaire demande que, sous un prétexte de lui proposer du café, par exemple, on écarte le fauteuil. Lorsque c'est fait, comment est-il habillé? Avec un genre de treillis. A-t-il une casquette? Il l'a retirée, il a les cheveux très longs. Alors le commissaire prend une respiration, ouvre brusquement la porte, en quelques enjambées, il est sur la silhouette figée de stupeur. Il saisit Huguetto par ses cheveux longs et drue et s'écrie « À genoux, misérable !» Puis, le secouant fortement pour le forcer à se mettre à genoux, « Demande pardon pour les gosses, vite, ou je t'emmène à Valençol. La foule t'attend pour t'étrangler. Allons, demande pardon, vite !» Alors là, chers amis, suit un court dialogue dont vous apprécierez, j'espère, la monstrueuse saveur. « Tu vas dire la vérité, hurle le commissaire. C'est la seule façon dont tu peux te racheter. » À genoux, les mains jointes, d'un ton larmoyant, le monstre dit alors « Je voulais pas, monsieur. Oh oui, je vais tout vous dire. Je suis un malheureux. » Nous allons voir si tu vas dire la vérité comme vient de le faire ton petit ami. Je vous assure que je voulais pas, monsieur. Je voulais pas tuer les petits. Je voulais seulement un peu d'argent pour des habits. Pour que le petit Polonais soit plus joli. Un commissaire de police, ça en entend des vertes et des pas mûres, mais le commissaire Guibal reste tout de même pantois pendant quelques secondes. Ainsi, ces 5 malheureux ont été horriblement massacrés pour que le petit Polonais soit plus joli. Mais le commissaire Guibal n'est pas au bout de ses étonnements. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Huguetto a signé ses aveux, le petit Polonais admet qu'il était à Valençol au moment du crime, mais prétend n'y avoir pas participé. Alors, quelques jours plus tard, dans la maison même où a eu lieu l'horrible carnage, il est procédé à une reconstitution. Inutile de s'appesantir sur les détails. Imaginez simplement les 2 monstres ergotant sur les 10 détails. C'est le Polonais qui a tué les 2 petits qui criaient fort en pleurant et en appelant leur mère. Il les a tués à coups de bâton de chaise. Après, il les a finis avec une grosse pierre qu'on fait chauffer l'hiver pour placer dans le lit. Moi, j'aurais pas eu le cœur de les tuer, surtout que Clément, le plus grand, il me disait « Jules, pourquoi t'as fait ça, maman ?» Vous comprenez, monsieur Guibal? Je n'osais pas. Ça m'aurait fait trop de peine. Et puis le Polonais a pris un rasoir, me disant qu'en descendant, si les petits respiraient encore, ça servirait à leur couper la gargamelle. C'est au tour du petit Polonais, il ergote aussi sur les détails. Il a fini le domestique et les enfants que son camarade avait cru tuer, mais qui respiraient encore. Il voulait les empêcher de souffrir. L'histoire du rasoir, oui, c'est exact, mais pas dans le sens donné par Jules, et sans l'expression la gargamelle qu'il ne connaît même pas, non, seulement pour empêcher les malheureux de souffrir. D'ailleurs, il n'a pas touché aux enfants. Alors Huguetto hurle en le désignant du doigt. « C'est toi! Tu le sais bien! On l'avait décidé d'avance la nuit précédente, dans le cabanon où on a dormi. » « Tu m'as obligé d'accepter de le faire, répond l'autre. Et après, tu l'as fait avec moi. » Le regard d'Huguetto devient alors mauvais, et il murmure entre ses dents. « Si nous étions pas avec tant de monde, tu verrais. » Quelques instants plus tard, seul avec le commissaire, Huguetto fond en larmes. « Que voulez-vous, monsieur le commissaire? Je l'aimais beaucoup, ce petit Polonais. Maintenant, je me rends compte que c'est pour lui que j'en suis arrivé là. Je voulais qu'il soit joli, avec des beaux vêtements, qu'il mange de bonnes choses, lui acheter la motocyclette dont il rêvait. Oh, j'avais toujours peur qu'il m'abandonne pour un autre. Vous savez, je suis pas grand-chose à présent, je le comprends. Mais lui, avec son air doux, il est beaucoup plus terrible que moi. Vous pouvez me croire, monsieur le commissaire. On en sait assez. La préméditation est bien établie, ainsi que le rôle de chacun. Après cette reconstitution très pénible,
Il convient de remettre les prisonniers aux gendarmes pour qu'ils soient reconduits à la prison de Digne. Le temps est très nuageux et la pluie menace. La population de Valençol est accourue. Au début, bien contenue, elle s'est peu à peu rapprochée du sentier que les policiers ont dû emprunter pour arriver en voiture. Jusque-là, aucun cri n'a été poussé, et le calme le plus complet règne. Soudain, un coup de parapluie s'abat sur Huguetto qui, se tournant vers le commissaire, a alors ces paroles désastreuses. « Mais dites, ils n'ont pas le droit de me frapper !» Imaginez brusquement la fureur de la foule. C'est l'armée, les vociférations, les coups, la bousculade. Guibal ordonne à ses 2 inspecteurs enchaînés à leurs prisonniers de suivre ces derniers qui, criblés de coups, retournent vers la ferme pour se mettre à l'abri. Bientôt, la foule exerce une pression telle qu'un ordre est donné aux gendarmes à pied et à cheval, car il y a des gendarmes à cheval, de charger. L'incident a tourné à l'émeute. Le vide se fait sur la place. La foule brandit des bâtons, des fourches. Les gendarmes s'éloignent. Alors le commissaire, flanqué du maire et du procureur, doit s'avancer seul au milieu de la place pour arrêter la charge d'abord, la population ensuite. Les 2 criminels ont failli ne jamais connaître la cour d'assises de Digne, où s'ouvre leur procès le 16 septembre 1929. Ce jour-là, fait rarissime, on voit un père, le père d'Huguetto, venir réclamer la peine capitale pour son propre fils. Le petit Polonais, qui n'avait pas 16 ans au moment du crime, récoltera 20 ans de détention et 10 ans d'interdiction de séjour. Mais le père obtiendra la tête de son fils. Huguetto aura la tête tranchée sur la place publique de Digne, par une matinée glaciale, le jour perçant à peine, après avoir maudit son père et le petit Polonais qu'il voulait si joli. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.